travailler sur les mythes maçonniques, mais en relation avec les mythes bibliques, qui eux-mêmes sont souvent reliés à des mythes antiques qu'on appelle héroïques. Voilà, j'ai fait un schéma assez général, mais qui permet d'expliquer ma démarche. Quand on parle de préhistoire, il faut savoir que c'est une optique qui a marqué les temps de la préhistoire et de l'archéologie qui a précédé Darwin. Toutes ces périodes du XVIIIe siècle. On a découvert des ossements de dinosaures, des ossements de monstres à l'époque, mais on ne les a pas associés à des animaux. On les a associés aux géants de l'Antiquité, à ceux qui ont précédé le déluge. On a retrouvé des os énormes, ça ne pouvait pas être des os d'hommes, donc c'était des os de géants. On a ainsi retrouvé Atlas et bien d'autres. Et comme on avait compris que le déluge était passé par là et avait donc en quelque sorte permis d'exhumer ces os, on a appelé cette terre antérieure à celle qu'on connaît aujourd'hui le diluvium, et ces hommes, les Homo diluviens. J'ai voulu reprendre ces mythes, qui sont des mythes bibliques connus, pour plusieurs raisons. Parce que pour ce qui concerne Adam, c'est un personnage que l'on retrouve dans nos rituels, entre autres au rite écossais ancien accepté, mais avec une autre perspective, souvent. En latin, la pomme du péché se dit malum. On parle de l'arbre du bien et du mal. On voit tout de suite la relation entre les deux. Donc, cet arbre du bien et du mal, ou cette fameuse pomme qui signifie le mal, en fait, nous amène à réfléchir sur la démarche d'Adam et Ève, le premier couple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cueilli la pomme de la connaissance. Ils ont pu obtenir ainsi la connaissance. Et dans le cadre des rituels, surtout au Suprême Conseil pour la France, on a une approche gnostique de ce mythe. Il y a eu dans l'Antiquité, je ne vais pas trop m'étendre, mais je vais donner quelques éclairages, il y a eu deux groupes, les Pérates et les Naasènes, donc dans ce qui concerne la chrétienté d'origine, qui ont adoré le serpent parce qu'il avait permis la connaissance des hommes. C'est une approche différente, mais qui a marqué beaucoup la façon dont on a pu percevoir Adam et Ève. Quant à Enoch, alors il y a l'Enoch, j'allais dire, du rite écossais ancien et accepté, celui qui a vu Dieu, qui est monté au ciel et qui est descendu dans une espèce de voûte qu'il a construite. Mais ce n'est pas celui-là qui concerne le mythe. Je fais référence au manuscrit Cook. L'Enoch dont je parle est celui qui est l'un des enfants éloignés de Caïn, le fils d'Adam. Pourquoi est-il intéressant? Parce qu'il aurait initié avec Jubal, un de ses descendants aussi, il aurait initié la première cité, la première ville, et on prétend dans le manuscrit Cook qu'il aurait créé cette cité, il aurait été l'inventeur de la géométrie et de la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est mythique, mais il était intéressant de l'introduire sous cet aspect. La boîte noire, c'est pas une invention qui m'appartient. En fait, c'est un système, j'allais dire systémique, justement, une approche systémique avec des inputs et des outputs, des entrées et des sorties. À l'intérieur, le mythe représente une forme de boîte. Le processus qui est à l'intérieur, on ne s'y intéresse pas. On s'intéresse aux entrées et aux sorties. Pourquoi? Je prends des exemples très simples pour expliquer ce qu'il en est. S'il s'agit d'un mythe, d'un personnage mythique, en entrée, il y a un homme. En sortie, il y a un héros. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Pour l'instant,
on s'en préoccupe pas, c'est la boîte noire, mais on a constaté une transformation. De la même manière en maçonnerie, vous avez en entrée le profane, en sortie l'initié, entre les deux, le processus et l'initiation qui a permis cette transformation. Alors c'est là qu'intervient la boîte blanche, ce que j'appelle la boîte blanche. Ça, c'est plutôt une vision personnelle, c'est-à-dire le process qui permet cette transformation. Dans le mythe, il s'agit d'épisodes mythiques qui ont permis ce passage de l'homme au héros mythique. Alors, il peut y avoir 10, 12 éléments, épisodes, ce qu'on appelle des mythèmes, des tranches du mythe qui l'expliquent. Et en maçonnerie, vous avez la même chose pour le rite. Un rite se décompose en rythmes, c'est-à-dire en petits scénarios, en unités de scénarios, qui permettent d'identifier chacun des éléments qui permettront justement d'obtenir l'initié en bout de course. Il y en a à peu près 14 à 15 pour le premier degré du REA. Est-ce que j'ai été clair? Je pense, alors peut-être en préciser un ou deux pour des apprentis ou des compagnons qui s'interrogent sur ce processus. Alors, euh, je vais prendre le mythe de Noé simplement, parce que c'est quand même le cœur de ce premier tome. Au départ, bon, les dieux ont créé les hommes, et les hommes se sont rebellés. Et les dieux ont décidé de sauver un seul homme pour perpétuer l'humanité. Donc, le déluge arrive, il y a au départ un homme, qui est Noé, et à la fin du processus, après le déluge, la terre a été envahie par les eaux, les hommes sont morts, Noé se retrouve sur le mont Ararat, et là, avec ceux qu'il a sauvés, et ses enfants, ses femmes, etc., il va procréer et recréer une race nouvelle d'hommes, des hommes en quelque sorte régénérés. Parce que si Dieu a créé Adam et Ève au départ, ben, l'humanité a priori a disparu et la recréation se fait à un deuxième niveau. Ce qui est encore plus significatif, toujours dans le même mythe du déluge, c'est le mythe grec de Deucalion et de Pyrrha. C'est exactement la même histoire, vue sous une optique grecque, mais à la fin, Deucalion et de Pyrrha arrivent sur une montagne, et là, on leur demande de jeter les eaux de leur mère. C'est quoi? Ben, ils ramassent des pierres, ils comprennent qu'il faut ramasser des pierres, qu'ils les jettent derrière leur épaule. Donc, la pierre se transforme quand il s'agit de Deucalion qui jette par-dessus son épaule les pierres, ils deviennent des hommes. Et de l'autre côté, s'il s'agit de Pyrrha, elles deviennent des femmes et l'humanité se recompose. Il y a donc recréation totale de l'humanité. Et quand on parle d'histoire ou de préhistoire, que Darwin est passé par là après. Là, je ne voudrais pas m'avancer sur le deuxième tome. C'est une religion universelle. On prétend que le noachisme est une religion universelle. Je l'étudierai dans le deuxième tome, que je n'ai pas encore écrit, mais que je commence. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué, cet universalisme a marqué la maçonnerie. Pas directement, mais indirectement, derrière le concept qu'il y a. Le noachisme, on le retrouve entre autres dans une vision hébraïque. Et puis, donc c'est la suite de Noé. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des rites notonniers. Et j'en parlerai. Donc, ils ont marqué, le personnage de Noé a marqué en tant que rituel toute une série de pratiques maçonniques qui prennent le nom de rites notonniers. J'en parlerai également. Et pour qu'on aille plus loin, les fils de Noé eux-mêmes sont indirectement liés au mythe d'Hiram. Pourquoi? Parce que avant que le personnage d'Hiram apparaisse, Noé était le référent et ses enfants aussi, tous étant liés au mauvais compagnon, mais l'histoire a évolué avec d'autres noms. Donc il me faudra encore parler de Noé, de ses enfants et de la relation avec Hiram pour retrouver
le temple de Salomon. Alors le prochain que je vais éditer, j'ai déjà évoqué sommairement le début, mais il sera axé ce sur quoi s'orienteront les enfants de Noé, la tour de Babel et Babylone. Une première approche de Babylone et de la tour de Babel. Et puis il y en aura bien d'autres, puisque la collection fera au moins 7 à 10 ouvrages. Et c'est de trouver la concordance entre mythe héroïque, mythe biblique et mythe maçonnique. Eh bien, Pierre Appel-le-Croizard, merci pour ces réponses très concrètes et très claires. Et bravo pour cet ouvrage qui nous annonce une suite extraordinaire. Merci, à bientôt sur iram.be et bien sûr 450 FM.